Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale qui m'a pris beaucoup de temps à faire. Elle fera également office d'hommage à un mangaka de légende qui nous a quitté récemment. Je pense que vous avez deviné, aujourd'hui on va parler d'Akira Toriyama, le créateur de DBZ. C'est parti. Akira Toriyama, il est né le 5 avril 1955 dans la ville de Kiyosu, dans la préfecture d'Aichi. Il a une sœur et il a grandi dans une région plutôt rurale dans la périphérie de Nagoya. Passionné par le dessin depuis son plus jeune âge, il raconte qu'il a pris un premier choc quand il était en primaire, quand il a vu la collection de mangas du frère aîné d'un de ses camarades de classe. Puis il a pris un deuxième choc quand il a découvert la télé chez un voisin. Il raconte qu'en primaire, tout le monde dessinait des mangas et imitait les œuvres les plus populaires du moment. Toriyama, lui, il préfère dessiner ses potes et il explique que c'est sans doute ce qui l'a fait progresser. Sa deuxième passion dévorante, c'est le cinéma, c'est-à-dire les films mais aussi les séries télé. Il explique qu'au collège, il dessine assez peu et qu'il est beaucoup plus absorbé par la télé. Il développe également d'autres passions comme par exemple les véhicules, influencé par son père qui faisait de la moto et qui a géré un garage. Toriyama, c'est aussi un amoureux du monde animal. Et il a eu de nombreux animaux de compagnie pendant son enfance. C'est une influence qu'on retrouvera dans ses œuvres plus tard. Il a également des passions plus originales, comme les maquettes en plastique, dont il concevra plus tard des modèles pour la marque Fine Mold. Et il collectionne également des autographes de mangaka. Pour mieux comprendre le style et l'œuvre d'Akira Toriyama, je vous propose de passer en revue ses influences. On a tout d'abord Osamu Tezuka, dont il citera notamment Astro Boy comme source originale de son inspiration. Astro Boy s'est publié entre 1952 et 1968, et ce sera diffusé en animé entre 1963 et 1966. Donc Akira Toriyama, il a entre 8 et 11 ans à ce moment-là. Il cite également les 101 Dalmatiens de Walt Disney, sorti en 1961, qui l'a subjugué en termes de qualité d'animation. Donc ça, c'est côté manga et animation, mais il est également très influencé par les tokusatsu. Il va notamment citer Ultraman, ainsi que la série de films qui met en scène le kaiju Gamera. Petit focus sur ces deux inspirations. Ultraman, c'est une série créée par Eiji Tsubaraya et diffusée entre 1966 et 1967. C'est une série qui a marqué toute une génération et qui est souvent citée et reprise dans d'autres mangas. C'est un peu dans le délire Power Rangers, en gros la Terre elle est souvent attaquée par des monstres d'origine extraterrestre et pour les combattre c'est une unité militaire. L'autre inspi c'est Gamera qui est ce qu'on appelle un kaiju. Le terme kaiju il désigne des monstres géants et Gamera c'est une sorte d'hybride entre tortue et dinosaure. Il y a une série de films sortis entre 1965 et 2015 et c'est de ça dont se régalait Akira Toriyama. Pour finir côté influence on peut aussi parler du cinéma. Toriyama il va citer principalement les films d'arts martiaux et plus précisément ceux de Jackie Chan, dont notamment Le Maître chinois sorti en 1978. Au lycée, Toriyama il est dans une section artistique et se projette pas du tout dans des études supérieures. À cette époque, il est beaucoup plus intéressé par les fêtes et les délires entre potes. Il lit pas tant de manga que ça, mais il en dessine un de temps en temps. Il envisage alors de se lancer directement dans la vie active et de tenter une carrière d'auteur de BD. Ses parents ils sont contre, mais il va pas les écouter et il va arrêter ses études pour un job d'illustrateur dans une agence de pub à Nagoya où il concevra des affiches pendant 2-3 ans. Après sa démission, Toriyama il va se retrouver en galère sans argent. Il raconte même que c'est ses parents qui lui donnaient de l'argent pour acheter ses clopes. C'est dans l'un des cafés où il a ses habitudes qu'il découvre un concours de manga pour lequel il décide de tenter sa chance, mais sans grande conviction. 喫茶店に毎日行ってずっとぼーっとしてたんだけど、ある時に週刊少年マガジンを開いたら漫画の賞の応募の決まりがあった。でそれを見て、あ、ここに漫画を描いて送れば漫画家になれるかもしれないと。En 1977, il va réessayer avec le Monthly Young Jump avec une œuvre intitulée Awawa World. Awawa World, c'est un petit one-shot comique avec pour thème les super-héros et les samouraïs. Dans ce manga, Toriyama il va mixer des éléments modernes avec des éléments traditionnels, ce qui va donner des situations loufoques. Awawa World ne recevra aucun prix et ne sera jamais publié commercialement. En 1978, Toriyama il présente une nouvelle histoire pour le Monthly Young Jump Award qui s'appelle Mysterious Rain Jack. C'est encore un court one-shot comique qui est une sorte de parodie de Star Wars, dont le personnage principal est Kurikinton Soramame, le coiffeur du village pingouin. Je reviendrai plus tard sur ce village pingouin et l'univers qu'il y a autour. Dans cette histoire, il crée des personnages qu'on retrouvera par la suite dans Dr. Slump, comme Gorumbo, Dropcoon, une sorte de Stormtrooper, ou encore R2D2. Avec Mysterious Rain Jack, Toriyama atteint la finale mais ne remportera pas le concours. Le manga ne sera malheureusement jamais réimprimé car les originaux auraient été volés dans les années 90. A la suite de cette œuvre, Toriyama recevra un appel de Kazuhiko Torishima qui l'encouragera à persévérer. Torishima il est notamment connu pour avoir été l'éditeur de Toriyama pendant la période Dr. Slump et la première moitié de DBZ. で15ページの漫画を描きました、一生懸命。で喫茶店に行ってマガジンを開いていたらガーンって彼はショックだった。なぜかというともう締め切りを過ぎていて賞に送ることができなかった。そしたら隣に少年ジャンプがあって、少年ジャンプだけは毎月漫画の賞を募集を受け入れてるということで、彼は本当はマガジンに出すはずだった原稿を
少年ジャンプに送った。その原稿を僕が見たっていうことが僕と彼の出会いの始まりです。まず名古屋に電報打ちました。君には才能が至急電話されたし取り締まって。で、彼との付き合いが。En 1978, quelques mois après le coup de fil de Kazuhiko Torishima, Toriyama va sortir un nouveau one-shot, Wonder Island. L'histoire sera présentée en Monthly Young Jump Award et gagnera le premier prix. Ce sera la première œuvre publiée de Toriyama et elle le sera dans le Weekly Shonen Jump numéro 52. Ce one-shot il sera publié en deux parties. Dans la première, l'histoire elle est centrée autour de Furusu, un ancien pilote kamikaze qui s'est écrasé dans le Pacifique sur une île appelée Wonder Island, de laquelle il tentera de s'échapper en vain pendant 35 ans. Ce premier chapitre n'a pas convaincu le public et il finira dernier du sondage de popularité du magazine. Kazuhiko Torishima, qui croit beaucoup en Toriyama, l'encourage à sortir un deuxième chapitre. Cette fois-ci, Toriyama va introduire beaucoup de références à la culture populaire dans son récit et il fera des clins d'œil à Godzilla, Ultraman ou encore des personnages de Star Wars. Et malgré ses efforts, ce deuxième chapitre ne séduira toujours pas les lecteurs du Jump. Les deux histoires sont vraiment très originales et on y retrouve des créatures étranges comme un gorille qui enseigne le deltaplane, un vampire qui mord un dinosaure ou encore une sorcière qui monte un aspirateur. On retrouvera d'ailleurs certains de ces personnages plus tard dans Dr. Slump et même dans Dragon Ball. Toriyama il déclare qu'une fois qu'il aurait été payé, il aurait arrêté le manga, mais le flop de Wonder Island 2 ça lui a mis un petit coup à l'ego et donc du coup il a décidé de persévérer. Il sortira notamment Today's Highlight Island en 1979 dans le Weekly Shonen Jump et c'est un récit qui va poser les bases de Dr. Slump et qui se situe dans le même univers. Ce one shot fait un peu mieux que Wonder Island mais reste tout de même mal classé. Suite à cette succession de petits flops, Toriyama il commence un peu à déprimer et à envisager d'arrêter sa carrière de mangaka. Torishima, qui croit en lui, va lui demander d'écrire une nouvelle histoire dans laquelle le personnage principal serait une fille. En 1979, Toriyama va alors dessiner Tomato the QTC Jimshu. Dans ce récit, on suit Akai Tomato, une jeune recrue du commissariat de Yoi Kora. Akai, c'est une jolie fille plutôt naïve et désinvolte qui va provoquer plein de situations absurdes, comme par exemple arriver le premier jour en pyjama et se changer devant tous les collègues. Le manga il sera publié dans le Weekly Shonen Jump et il sera plutôt bien classé. C'est un soulagement pour Toriyama qui va connaître son premier petit succès. Ça va lui redonner la motivation de créer une nouvelle histoire et il va continuer en exploitant le thème de la jeune fille naïve avec Dr. Slump. Dans Tomato, on retrouve des personnages qui seront d'ailleurs présents dans Dr. Slump et même dans DBZ. On peut citer par exemple Kenta Koraku, appelé aussi Superman, ou encore Akai elle-même qui fera une apparition dans DBZ. Donc dès 1977, Akira Toriyama il commence à participer à des concours pour présenter ses œuvres. Pendant 2 ans, il va enchaîner quelques flops comme Awawa World, Mysterious Rain Jack ou encore Wonder Island. Et on peut voir qu'il a un style affirmé et reconnaissable dès le départ. Grâce au soutien de Torishima, il va continuer de persévérer et en 1979, il va avoir son premier petit succès avec Tomato qui va lui redonner un second souffle. Dans ses premières œuvres, il pose déjà les bases de son univers et il crée des personnages qu'on retrouvera dans d'autres œuvres par la suite. Sur les conseils de Torishima, il va démarrer une nouvelle série avec encore une fois un personnage principal féminin. A la base, lorsqu'il écrit Dr. Slump, le personnage principal est le professeur Slump, et Harald n'est qu'un personnage secondaire. Torishima lui suggère donc de prendre Harald comme personnage principal, ce que refuse Toriyama qui souhaite faire un shonen dont l'audience est surtout des garçons. Torishima lui propose alors un deal, écrire une courte histoire avec Harald en personnage principal, et si cette histoire est bien accueillie, de garder cette configuration. Dr. Slump est finalement publié dans le Weekly Shonen Jump entre 1980 et 1984 et fera que gagner en popularité. L'histoire elle se déroule dans le village pingouin dans lequel Senbei Norimaki, appelé Dr. Slump, crée une androïde qui s'appelle Harald. Il va l'intégrer au village, notamment en l'inscrivant à la Penguin Village Middle School. Harald a la particularité d'avoir des super pouvoirs, comme une force démesurée et une intelligence supérieure. Mais elle est aussi très naïve et ça va créer des situations loufoques. Pour revenir un peu sur le village pingouin, c'est un lieu dans lequel vivent en harmonie des humains, des animaux et autres créatures étranges. Ça fait partie de l'univers de Toriyama dont on retrouvera des éléments dans d'autres de ses œuvres. Et Toriyama il pensait pas passer autant de temps sur Dr. Slump. Avec Torishima, il prévoyait déjà une autre série, mais devant le succès du manga, ça s'est poursuivi pendant près de 5 ans. À ce moment de sa carrière, Toriyama il travaille depuis chez ses parents et il a un assistant qui l'aide un jour par semaine. Toriyama il raconte qu'il inventait les histoires de Dr. Slump au fur et à mesure des semaines, sans rien prévoir. Depuis Nagoya, il envoyait alors le brouillon à Torishima, qui lui était dans les bureaux du Weekly Shonen Jump à Tokyo. Le premier assistant de Toriyama est Hisashi Tanaka, à qui il ne permettait que de colorier les planches. Un autre assistant, Takashi Matsuyama, le rejoindra plus tard pour dessiner les arrière-plans et les bâtiments. A savoir également qu'en 1982, alors que Toriyama dessine le mariage de Senbei Norimaki et Midori Norimaki dans Dr. Slump, il va se marier lui-même avec une autre mangaka, Nashi Mikami, qui dessinait plutôt du shoujo. Avec le succès de Dr. Slump et les besoins en ressources humaines, sa femme va mettre sa carrière en suspens pour l'aider, notamment lorsque les deadlines de rendu étaient proches. Toriyama révélera plus tard que lors de la réalisation de Dr. Slump, il était très attentif à l'art produit et il travaillait plus qu'il ne le faisait pour Dragon Ball. Le manga sera prépublié dans le Weekly Shonen Jump de 1980 à 1984 et sera compilé
en 18 tomes par la suite. Dès 1982, soit 2 ans après le début de la publication dans le Jump, Dr. Slump sera récompensé par le prix Shogakukan du meilleur shonen. En 2008, le manga s'était vendu à plus de 35 millions d'exemplaires. Pour vous donner une idée, c'est plus que One Punch Man ou encore Death Note. 徹子の部屋でございます。今日はもう小さい方々に圧倒的な人気漫画、それからテレビでもアニメーションで皆さんご覧になってらっしゃるんですけれども、ドクタースランプをお書きになってらっしゃる方でいらっしゃるんですが、その作者が今日のお客様でいらっしゃるんです。で、本当はもっと早くおいでいただきたかったんですけど、去年ご結婚式となんか長者番付1位の発表が同時になっちゃったんでごちゃごちゃになって、なんかとても純粋でいらっしゃるこの方はすっかりもう人間が怖くなったお芝居になって、今までなんかお顔をお見せくださらなかったんですけど、今日やっておいていただきました鳥山明さん、今日のお客様です。どうも。こんにちは、よくいらしてくださいました。漫画家とご紹介するべきだと思います。そうです。Après les premiers flops du début de carrière, à 27 ans, Akira Toriyama devient un mangaka reconnu. Comme tout manga à succès, Dr. Slump aura le droit à de multiples adaptations. Un premier animé sera diffusé en 243 épisodes entre 1981 et 1986, puis un remake de 74 épisodes entre 1997 et 1999. Il y aura également 11 films d'animation qui ont été réalisés entre 1981 et 2007. Entre 1994 et 1996, une suite sera même écrite par Takao Koyama, illustrée par Katsuyoshi Nakatsuru et intitulée Le Retour de Dr. Slump. Cette suite, elle sera sous forme d'un manga couleur. Takao Koyama et Katsuyoshi Nakatsuru, c'est deux membres du Bird Studio, le studio de production créé par Toriyama, qu'on verra plus en détail dans la suite de cette vidéo. Pour information, Takao Koyama, c'est un scénariste réputé qui a notamment travaillé sur Lamu entre 1981 et 1986 ou encore sur Senseiya entre 1986 et 1989. En 2007, Toriyama lui-même fera une courte suite appelée Dr Mashirito et Abal-chan qui se concentre sur ce fameux docteur et sa création qui est l'opposé d'Aral. Dr Slump aura également le droit à plusieurs adaptations en jeux vidéo. Il y aura un premier jeu disponible au Japon dès 1982 sous forme d'une petite console portable dédiée et appelée Oyoyo Bomber. En 1999, il y aura un nouveau jeu cette fois-ci sur Play, puis un autre sur DS sortira en 2008. On verra également Aral et d'autres personnages apparaître à de nombreuses reprises dans Dragon Ball, et inversement. De nombreuses références à Dragon Ball seront faites dans les remakes de Dr Slump. Pour vous donner une idée de la portée culturelle qu'a eu Dr Slump au Japon, je vais vous donner quelques exemples. Déjà, il y a une expression au Japon qui désigne les lunettes d'Aral. Arare Megane, littéralement lunettes d'Aral, désigne les lunettes rondes. Il y a également une formule de salutation prononcée par Senbei qui est rentrée dans la vie courante. Il s'agit de Ensha, qui est une contraction de Konnichiwa. Et de manière plus étendue, il y a des références à Dr Slump dans beaucoup de mangas et même dans des films. Jackie Chan dans Le Flic de Hong Kong porte un costume d'Aral dans une scène de filature dans un de ses parcs. Donc pour reprendre les grandes lignes. Après une suite de petits flops, Toriyama il commence à se décourager. Heureusement, Torishima qui croit beaucoup en lui va le pousser à persévérer et à créer un personnage féminin fort. Au départ, Toriyama il est pas très chaud parce qu'il veut vraiment faire du shonen. Et au final, ça va cartonner dans le Weekly Shonen Jump, ça va remporter le prix Shogakukan en 1982 et ça va s'écouler à 35 millions d'exemplaires. Dr Slump c'est donc le premier grand succès de Toriyama et ça va le placer en tant que mangaka reconnu. En commençant Dr Slump, Toriyama il avait quand même dit à Torishima qu'il voulait enchaîner vite sur un autre manga et c'est ce qu'il va faire 3 mois après. Quand il décide d'arrêter Dr Slump, Toriyama il a une certaine pression parce qu'il se dit qu'il doit faire aussi bien, voire mieux. Il va d'abord s'inspirer des films de Jackie Chan et il veut créer un manga d'aventure parsemé de gags. À cela vont s'ajouter des combats d'arts martiaux et c'est comme ça qu'il va envoyer ce qui est pour beaucoup considéré comme le prototype de Dragon Ball, Dragon Boy. Cette histoire elle se déroule dans le pays de Sen où vit Tang Tong avec son maître. Ce dernier le missionne pour amener la princesse du pays des fleurs chez elle et en chemin ils vont rencontrer des obstacles et vivre des situations loufoques. On va retrouver pas mal d'éléments de Dragon Ball comme le nuage magique, les Dragon Ball ou de manière générale les décors et les designs des personnages. Ce sera publié dans le Fresh Jump entre juin et septembre 1983, et 2 mois après Dragon Boy, Toriyama va publier un nouveau one-shot, Les Aventures de Tongpo. Servant également de prototype pour Dragon Ball, ce one-shot raconte les aventures de Tongpo. Tongpo, c'est un garçon cyborg envoyé depuis la Terre pour explorer de nouvelles planètes. Après 5 ans de cryogénisation, il va se réveiller suite à un problème de moteur du vaisseau. Il va alors se retrouver sur une planète désolée où il va rencontrer Plamo, qui avait également été envoyé depuis la Terre quelques années auparavant. Les autres membres de son équipage ayant été tués, Plamo et Tongpo vont faire équipe dans le but de quitter cette planète et revenir sur Terre. Encore une fois, dans ce one-shot, on va retrouver des éléments de Dragon Ball et notamment le concept des capsules. En l'occurrence ici Tongpo installe une maison à l'aide d'une capsule. On voit également la ressemblance entre Plamo et Bulma. Donc voilà, avec Dragon Boy et les aventures de Tongpo, Toriyama il va jeter les bases de sa nouvelle histoire.
L'une des sources d'inspiration principales de Dragon Ball est un conte traditionnel chinois qui s'appelle La Pérégrination vers l'Ouest, écrit par Wu Shengen à la fin du XVIe siècle. C'est considéré comme l'un des 4 grands romans de la littérature classique chinoise, appelés aussi les 4 livres extraordinaires. Ces livres sont Au bord de l'eau, Jingping Mei, La Pérégrination vers l'Ouest et Les Trois Royaumes. Les Trois Royaumes dont on avait d'ailleurs parlé dans les vidéos précédentes et qui a été la base de manga réalisé par Mitsuyoshi Sonoda ou encore Hiromu Arakawa. Dans ce récit fantastique, on suit l'expédition d'un moine bouddhiste, Tang Sanzang, qui va rencontrer différentes créatures et monstres qui vont vouloir le dévorer dans le but d'obtenir l'immortalité. En effet, sa chair étant pure, elle conférerait 10 000 ans de vie à celui qui le mangerait. Pour le protéger, il va être accompagné par une escorte légendaire, le roi singe Sun Wukong, le chevalier dragon Longwang Sanjun, le cochon anthropomorphe Zhu Bajie et l'ogre des sables Sha Wujing. Dans ce récit, Toriyama va récupérer plusieurs éléments. Tout d'abord, Sun Wukong, qui est aussi appelé Son Goku au Japon, sera le nom de son protagoniste. Et il réutilisera également les objets portés par Sun Wukong, tels que le bâton télescopique ou le nuage magique. Toriyama n'a pas été le seul à s'inspirer de ce conte. En effet, Osamu Tezuka avait déjà sorti la légende de Son Goku en 1952, dans lequel on retrouvera certains des éléments qu'on vient de citer. Maintenant qu'on a vu les origines de Dragon Ball, je vais faire un rapide résumé pour les rares personnes qui ont jamais lu ou vu ce classique. Dans cette histoire, on suit Sangoku, un garçon naïf et simplet, qui a une force surhumaine et une queue de singe. Depuis la mort de son grand-père Sangohan, il vit seul dans la nature. Un jour, il rencontre une jeune fille de la ville, Bulma, qui est très intelligente mais très impulsive. Elle est à la recherche des 7 boules de cristal légendaires appelées Dragon Ball, qui sont dispersées aux 4 coins de la Terre. Une fois réunies, elle permet d'invoquer Shenron, un dragon qui exauce les vœux. Sangoku avait hérité de son grand-père la boule à 4 étoiles. Il accepte d'aider Bulma dans sa quête et de lui prêter sa boule au moment d'invoquer Shenron. Au cours de cette quête, ils vont faire de nombreuses rencontres et Sangoku, qui n'était jamais sorti de sa forêt, va suivre alors des entraînements au combat auprès de maîtres exigeants et il participera à plusieurs championnats du monde d'arts martiaux et mènera de nombreuses batailles. Dans sa quête de puissance, Goku il va rencontrer de nombreux alliés mais également de nombreux ennemis qui parfois menacent la sécurité de la Terre. Donc voilà, Dragon Ball c'est clairement un des mangas qui a dessiné les contours du shonen d'aujourd'hui. Une quête de force, des ennemis de plus en plus forts, des tournois, des nouveaux alliés, etc. Au moment de sa publication, Dragon Ball profite du précédent succès de Dr. Slump. Les premiers chapitres font alors de bons scores, mais assez rapidement, le manga se classe moins bien. Toriyama pense que cette impopularité provient du fait que Goku est un personnage trop simple, il va donc orienter l'histoire dans une quête de puissance. C'est comme ça que Goku est amené à suivre un entraînement, et que certains personnages secondaires ont pris plus d'importance, comme Maître Roshi, connu aussi sous le nom de Tortue Géniale, ou encore Krillin. C'est avec ensuite l'apparition des tournois que le personnage de Goku révèle une personnalité plus affirmée, et que la popularité du manga augmente. Toriyama y travaille sur Dragon Ball de 1984 à 1995, qu'il compilera par la suite en 42 volumes. Avec le succès grandissant, la publication dure 7 jours. Pendant 3 à 4 jours, le scénario est rédigé, puis pendant 2 jours, les dessins sont réalisés. Toriyama dira qu'il s'agissait d'un rythme assez pénible à assumer. C'est en 1991, soit 7 ans après le début de la publication, que le manga atteint son apogée. C'est l'arc Freezer qui va propulser les ventes. En effet, comme vous le savez certainement, le Weekly Shonen Jump invite les lecteurs à voter pour leurs œuvres préférées chaque semaine. À ce moment-là, Dragon Ball obtient 815 votes sur 1000 et conserve sa première position pendant très longtemps. Le manga sera vendu entre 250 et 300 millions d'exemplaires, ce qui le place en deuxième position des mangas les plus vendus de l'histoire derrière One Piece. Dans les années 80 et 90, le succès de Dragon Ball correspond à la période où la circulation du manga était au maximum dans le monde entier. L'adaptation en animé, qu'on détaillera juste après, fait elle aussi des chiffres records. Par exemple, le 47e épisode obtient une audience de 29,5% lors de sa diffusion en 1987. Le jeu sur NES, Mystery of Shenron, enregistrera également des ventes de 1,2 million d'exemplaires. En 2007, Dragon Ball se classera même 3e meilleur manga de tous les temps par les Japonais. Comme tous les mangas à succès, Dragon Ball va enchaîner les adaptations. Le manga sera dans un premier temps divisé en 2 séries produites par la Toei. Dragon Ball, diffusé au Japon entre 1986 et 1989, et qui couvriront les 17 premiers volumes en 153 épisodes. Et Dragon Ball Z, diffusé entre 1989 et 1996, qui est la suite directe de Dragon Ball, couvrant ainsi les 26 derniers volumes en 291 épisodes. Pour la petite anecdote, lorsque DBZ a été diffusé dans le Club Dorothée en 1991, le CSA a sanctionné TF1 pour avoir diffusé des scènes de violence et de sadisme dans une émission pour les enfants. Suite à ces 2 premières séries, 3 autres vont voir le jour. D'abord Dragon Ball GT diffusé entre 1996 et 1997 et qui comptera 64 épisodes. On aura ensuite Dragon Ball Z Kai qui est une nouvelle version de Dragon Ball Z produite pour célébrer les 20 ans. Donc dans cette version, le nombre d'épisodes il sera réduit, le montage il sera refait et il y a une remasterisation qui sera effectuée. Elle sera diffusée au Japon entre 2009 et 2011. Enfin, on aura plus récemment Dragon Ball Super qui est une adaptation du manga écrit et illustré par Toyotaro et sous la supervision d'Akira Toriyama. Cette série de 131 épisodes est diffusée au Japon entre 2015 et 2018. Je reviendrai sur ces adaptations juste après.
En plus de toutes les adaptations en séries animées, Dragon Ball va avoir le droit à de nombreux films. Pendant mes recherches, j'en ai trouvé plus d'une vingtaine. Je vais pas tous les lister parce que ce serait vraiment pas intéressant, mais on peut passer en revue les grandes lignes. Le premier film réalisé est Dragon Ball, la légende de Shenron, qui sortira dès 1986, soit seulement 2 ans après la publication du premier chapitre dans le Jump. Dragon Ball Z donnera naissance à une quinzaine de films entre 1989 et 2015. Pour ces films, Toriyama sera la plupart du temps consultant sur la partie scénario et character design. Pour certains d'entre eux, il sera beaucoup plus impliqué, comme pour L'attaque du dragon sorti en 1995, Battle of Gods sorti en 2013 et La résurrection de F sorti en 2015. Je vais terminer avec des live action qui sont au nombre de 3. D'abord Dragon Ball sorti en 1990 qui est une production coréenne non officielle, ensuite La légende des 7 boules de cristal produit à Taïwan en 1991, et plus récemment Dragon Ball Evolution qui est une production américaine de 2009 et qui a été réalisée par James Wong, le réalisateur derrière X-Files ou encore Destination Finale. Je ferai aucun commentaire sur les live action, je pense que vous savez ce que j'en pense. Évidemment il y a eu plein d'épisodes spéciaux, des courts films d'animation, etc. mais je vous laisse checker plus en détail. On est en 1995 et Toriyama il veut mettre fin à la série. En effet, il commence à être épuisé et déclare à propos de l'arc-bout: c'est une série de combats si intense que même moi qui dessine des mangas je les déteste. Maintenant que je suis un vieil homme souffrant d'hypertension artérielle qui aime la nourriture fade. Il ajoute: après cela j'ai perdu l'envie de dessiner des mangas sur les combats. Évidemment, étant le créateur original, il restera très impliqué dans le scénario et la conception des personnages pour les adaptations en animé et les films d'animation, notamment pour Dragon Ball GT et Dragon Ball Super. Et comme on l'a vu juste avant, il y a des films pour lesquels il sera particulièrement dédié. Et voilà concernant Dragon Ball. Évidemment, je suis pas rentré trop dans le détail parce qu'il y a une tonne de choses à dire sur ce classique. Je suis pas spécialiste de DBZ et moi mon but dans cette vidéo c'est de retracer le parcours de Toriyama. Il y a des tas de ressources et des tas de passionnés qui ont poncé le sujet sur le web. Donc si vous voulez partager des anecdotes et plus d'infos, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Pour résumer, à la fin de l'année 1995, Toriyama c'est devenu une légende. Dragon Ball c'est une référence du shonen et ça va installer plein de bases, comme par exemple le délire des tournois ou la montée en puissance progressive du personnage principal. Comme on l'a vu un peu auparavant, Dr. Slump et Dragon Ball font partie d'un même univers. Cet univers il s'appelle The World, il a été créé par Akira Toriyama et je vous propose de rentrer un peu dedans. The World, ou aussi appelé Dragon World, est un monde fictif conçu par Toriyama et où se déroulent tous ses mangas comme Dr. Slump, Dragon Ball, Sandland ou encore Nekomajin. Dans ce monde qui ressemble à la Terre, les habitants sont des humains qui cohabitent avec des animaux anthropomorphes. La science y est très développée à tel point que des capsules réduisant la taille des objets les plus imposants existent. On y trouve un certain nombre de lieux emblématiques comme la Tour Karin, qui est un pilier gigantesque considéré comme l'entrée normale du palais du dieu de la planète, Capital City, la capitale du monde de Dragon Ball, Satan City, l'île Papai, où a lieu le tournoi des arts martiaux, la Kame House, ou encore le village pingouin où habite Harald dans Dr. Slump. Comme vous l'avez remarqué, Akira Toriyama a une patte très reconnaissable. Dès ses débuts avec Awawa World en 1977, il avait déjà posé les bases de cet univers, et avec Dr. Slump et Dragon Ball, il va le développer. Maintenant qu'on a vu ces deux gros classiques, donc Dr. Slump et Dragon Ball, je vous propose de voir ses œuvres moins connues. Comme beaucoup de mangaka, Toriyama il est essentiellement connu pour 2-3 œuvres, en l'occurrence ici Dr. Slump et Dragon Ball. Mais il a été très prolifique et il a créé beaucoup d'autres mangas. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais évoquer rapidement la création de son propre studio en 1983, le Bird Studio, avec lequel il créera la plupart de ses œuvres et qui lui permettra de garder une certaine indépendance. Le Bird Studio est inspiré du nom de Toriyama, dont Tori signifie oiseau. À la fin de l'année 1980, le Jump a organisé un vote auprès des lecteurs pour déterminer qui étaient leurs auteurs préférés. Akira Toriyama fait alors partie des 10 premiers. Le Jump propose alors à ses 10 mangaka de créer une histoire originale de 40 à 50 pages. C'est comme ça que Toriyama va dessiner Paula et Rohit. Dans cette histoire, on va suivre Rohit qui est un taxieur interplanétaire. Il va recevoir l'appel de Paula, une jeune combattante qui souhaite se déplacer à travers la planète Kongarata. Rohit, heureux de quitter sa planète artificielle, va la rejoindre et va se retrouver dans une lutte contre l'empereur maléfique Gagambo. Cette œuvre va remporter le premier prix des lecteurs du Jump, grâce auquel Toriyama remportera un voyage en Suisse. Paula et Rohit s'étend sur 43 pages et est entièrement dessiné au feutre. Ce sera publié dans le Weekly Shonen Jump numéro 17 en 1981. En 1982, Toriyama fait à nouveau partie des 10 meilleurs mangaka plébiscités par les lecteurs du Jump pour le numéro spécial de l'année. Il va alors présenter une nouvelle œuvre intitulée Mathematique et qui sera publiée dans le Shonen Jump numéro 12 de 1982. Toriyama l'écrira avec deux de ses assistants, Izuhashi et Tanigami. Dans cette histoire, on suit un jeune garçon et son chien volant, Pegasus, qui traversent un désert et qui recherchent de quoi s'abreuver. Ils vont alors être attaqués par les bandits armés de Gun, puis seront capturés par deux sœurs, Nivea et Mui, qui montent la garde devant un frigo dans lequel un dragon a été enfermé par leur peuple. Par maladresse, Pegasus va
va débrancher le frigo duquel le dragon va s'échapper. En fin de compte, le jeune garçon et le dragon vont sympathiser, et ce dernier les aidera même à affronter la bande de Gun Gun. Dans cette œuvre, Toriyama va tenter un nouveau découpage axé sur l'action et le mouvement. Il utilisera des prises de vue originales et dessinera des vaisseaux et des mechas dans un style réaliste tandis que les personnages restent sur un registre humoristique. Toujours en 1982, alors qu'il est en pleine publication de Dr. Slump, Toriyama va réaliser une nouvelle œuvre pour le magazine Fresh Jump, Pink. Dans ce récit, on suit Pink, une jeune fille vivant dans une cité isolée avec deux de ses amis, un dinosaure qui s'appelle Black et un robot qui s'appelle White. Dans cette cité, la pluie n'est plus tombée depuis 3 ans, et la Silver Company, qui est une société privée, en a profité pour vendre de l'eau hors de prix. Pink devient alors une bandit qui passe son temps à dépouiller la Silver Company de son eau. Cette dernière va alors faire appel au shérif local, Cobalt Blue, pour arrêter le mystérieux bandit qu'il pense tous être un homme. À partir de là, Pink va tomber amoureuse de Cobalt Blue, puis les deux vont s'allier pour libérer Gorosuke Kaminari, le dieu de la pluie, qui avait été capturé par la Silver Company pour arranger leurs affaires. Dans cette période, Toriyama va faire évoluer son style graphique pour mettre de plus en plus en avant l'action. Il développera également un certain nombre d'éléments qui constitueront son monde imaginaire, The World, qu'on a vu juste avant, comme par exemple l'airbike de Pink qui sera la base du Jet Momonga de Yamcha avec Dragon Ball. A noter également que le thème de Pink sera réutilisé plus tard en 2000 pour créer Sandland, qu'on verra juste après. 8 ans plus tard, en 1990, un film d'animation produit par la Toei sera réalisé. Il sera intitulé Pink Water Bandy, Rain Bandy. Il sera diffusé le 7 juillet 1990 à l'occasion du festival Toei Anime Fair. Il sera présenté aux côtés de 2 autres longs métrages, Kenosuke-sama et Dragon Ball Z, l'arbre de puissance. On est en 1983 et Toriyama va être sélectionné pour la 3e fois en tant qu'un des auteurs préférés des lecteurs du Weekly Shonen Jump. Il va alors créer Shobit. Ce récit se déroule dans le village paisible de Tonton où vit Mugifume Yamano avec sa petite sœur Takeno et Kimaru son petit frère. Mugifume qui s'ennuie profondément va voir sa vie chamboulée par l'arrivée de Shi, une jolie extraterrestre débarquée dans une théière depuis la planète Micron. Le manga sera publié en 2 parties, d'abord en février 1983 dans le Jump numéro 10, puis en avril pour la 2e partie. Cette œuvre, Toriyama va la réaliser dans l'urgence et le découpage amène à penser que c'était une tentative de créer une nouvelle série pour remplacer Dr. Slump qui commençait à le lasser. En 1986, Toriyama, qui est en pleine publication de Dragon Ball, va continuer à créer de nouveaux one-shots. Cette année-là, il va sortir Mr. O dans le 49e numéro du Weekly Shonen Jump. Dans cette histoire, on suit un ancien béret noir. Donc les bérets noirs, c'est une référence aux membres de régiments de chars de combat et de chasseurs à pied de l'armée, qui s'appelle Mr. O. Vivant dans un contexte de guerre entre le nord et sud, il va tomber amoureux d'une éleveuse d'autruche qu'il va aider en combattant la bande de Chai, qui sème la terreur dans la région. On est déjà dans l'univers de Dragon Ball avec des animorphes et des véhicules futuristes. On reconnaît encore la patte de Toriyama, avec notamment une forte ressemblance entre Mr. O et Yamcha. L'année suivante, en 1987, Toriyama va publier Kenosuke-sama dans le numéro 38 du Weekly Shonen Jump. L'histoire prend place dans l'univers médiéval japonais, dans un genre appelé aussi Jidai Geki. Le personnage principal, Kenosuke, est un jeune garçon sérieux qui va se rendre à son tout premier date. Vu qu'il n'y connaît rien, il va se renseigner subtilement auprès de son entourage et il va se retrouver à combattre des brigands. Encore une fois, Toriyama y joue sur le décalage humoristique créé par les anachronismes. On y retrouve également un cochon anthropomorphe qui ressemble à Oolong dans DBZ. Kenosuke a eu le droit à une adaptation en film d'animation en 1990 à l'occasion du festival Toei Anime Fair. Il sera diffusé aux côtés de Pink, qu'on a vu juste avant, et Dragon Ball Z, l'arbre de puissance. C'est Akira Toriyama lui-même qui le réalisera. À propos de Kenosuke, Toriyama déclarera: c'était très amusant pour moi de dessiner, et personnellement, j'aime beaucoup. Le style de Dragon Ball a beaucoup d'influence chinoise, alors je voulais créer quelque chose de typiquement japonais pour mon prochain travail, et c'est comme ça que ça s'est terminé, étant une pièce d'époque. Entre 1999 et 2005, Toriyama va prépublier Nekomajin dans le Jump. Dans cette œuvre, il va introduire des personnages de Dragon Ball. Les Nekomajin sont des chats magiques qui aiment s'amuser et combattre. Dans l'un des chapitres, on suit le Nekomajin Z, qui est un disciple de Goku, et dans lequel on retrouvera plusieurs personnages de DBZ comme Vegeta, la famille de Goku, Oob ou encore Kuriza, le fils de Freezer. Nekomajin est clairement une histoire parodique, dans laquelle Toriyama fait preuve d'autodérision. En 2000, Toriyama va prépublier un nouveau manga dans le Jump, Sandland. Le manga est entièrement dessiné par Toriyama, notamment les décors et les véhicules. L'action prend place dans The World, dans un futur où la majeure partie de la Terre est une terre aride, où l'approvisionnement en eau est contrôlé par un roi avide. Les humains et les démons vivent dans ce désert en harmonie, jusqu'au jour où le gouvernement augmente de manière abusée le prix de la bouteille d'eau. Lassé par l'avidité du roi et du monopole sur l'eau, le shérif Rao informe Belzébub, le fils du roi démon et personnage principal de cette histoire, de l'existence d'un lac perdu qui pourrait subvenir aux besoins d'eau de tout Sandland. Accompagné par un démon appelé Thief, les 3 compagnons vont partir à la recherche de ce lac perdu. Le manga comporte 13 chapitres qui seront compilés en un tome sorti en novembre 2000. En décembre 2022, la société Bandai a lancé un site web intitulé Sandland Project et mis en ligne un teaser pour présenter un futur film. Le film d'animation sortira en août 2023.
On est maintenant en 2006 et Toriyama va collaborer avec un mangaka de la nouvelle génération qui détruit tous les records, Eiichiro Oda. Le 25 décembre 2006, dans le Weekly Shonen Jump spécial Noël, va sortir Cross Epoch, qui est un crossover entre Dragon Ball et One Piece. Dans cette histoire, Satan se retrouve roi après avoir fait un vœu à Shenron, et pour fêter cela, Shenron invite tout le monde sur une île remplie de sucreries en mode Charlie et la chocolaterie. On va retrouver alors des personnages de DBZ et de One Piece qui sont partenaires. On a par exemple Krillin et Chopper qui sont des conducteurs de montagnes russes, Bulma et Nami en mode voleuse, Tortue Géniale et Sanji en mode policier, Vegeta qui est le capitaine d'un équipage de pirates, ou encore Zoro et Piccolo qui sont des épéistes. Malheureusement, il n'y aura pas de version française. En 2013, Toriyama va réaliser un manga préquel à Dragon Ball nommé Jaco the Galactic Patrolman et publié dans le Shonen Jump pour célébrer le 45e anniversaire du magazine. Il s'agit là de la première œuvre de Toriyama depuis Sandland. L'histoire est centrée autour de Jaco, un patrouilleur galactique qui a été envoyé sur Terre pour arrêter un Saiyan de la planète Vegeta. Il s'écrase sur l'île d'Omori, un vieux scientifique isolé sur une île qui travaille sur une machine à remonter le temps. L'action se déroule 10 ans avant le premier chapitre de Dragon Ball. On y retrouve des personnages comme Bulma enfant, sa grande sœur Tights et son père le Dr Brief, l'inventeur des capsules ou encore Goku. On peut remarquer que Jaco ressemble beaucoup à Ultraman et qu'il utilise une de ses poses. Ce personnage apparaîtra par la suite dans le film DBZ La Résurrection de F, mais également dans la série Dragon Ball Super. Je vais m'arrêter là sur le listing des œuvres de Toriyama, c'est déjà très long. Comme vous avez compris, il est très prolifique et on pourrait vraiment y passer des heures. Pour ceux que ça intéresse, il a sorti d'autres trucs comme Gogo Hackman en 1993, Kowa en 1997, Kajika en 1998, Sashie Shangu en 2008, ou encore Blue Dragon en 2009. Je vous invite vraiment à aller checker ces différents travaux, je pense que ça régalera beaucoup d'entre vous. Toriyama, c'est aussi un passionné de jeux vidéo et il sera character designer sur beaucoup de projets. On peut d'abord citer une de ses contributions les plus célèbres avec Dragon Quest, créé en 1986. A la base, Dragon Quest, c'est une création de Yuji Horii, qui est un chroniqueur de jeux vidéo pour le Weekly Shonen Jump. C'est Torishima qui va avoir l'idée de mettre en relation Yuji Horii et Toriyama pour collaborer. Alors que Horii s'occupe de la direction du projet, Toriyama va se charger de créer tous les personnages. Pour information, au Japon, Dragon Quest est la série hors Nintendo la plus populaire du pays, avec 4 millions d'exemplaires vendus pour Dragon Quest 7 sur Play. Il va également concevoir des personnages pour le jeu Chrono Tiger sur Super Nintendo qui sortira en 1995. C'est un jeu de rôle tour par tour sur lequel va notamment bosser Yuji Horii. Ça va être un best-seller au Japon et les 2 premiers millions de cartouches vont se vendre 2 mois après la sortie. L'année d'après, en 1996, sortira Tobal 1, un jeu de combat en 3D sur lequel Toriyama a également conçu des personnages. Je vais finir avec 2 exemples, Gogo Hackman en 1994 sur Super Nintendo et Blue Dragon en 2006 sur Xbox 360. Évidemment, avec une carrière pareille, Toriyama il va recevoir plusieurs récompenses. Le premier prix sera remporté en 1981 et il s'agit du 27e prix Shogakukan dans la catégorie Shonen pour Dr Slump. Il recevra aussi un prix spécial pour l'ensemble de sa carrière en 2013 lors du 40e anniversaire du Festival international de la BD d'Angoulême. Et je vais finir avec une distinction assez prestigieuse. En 2009, il est fait chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Ses œuvres et ses travaux comme Dragon Ball ou Dragon Quest recevront d'autres distinctions de divers médias ou institutions, mais c'est des trucs un peu plus underground. Perso, j'ai été assez surpris dans mes recherches de ne pas voir plus de distinctions prestigieuses, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez plus d'infos que moi. Comme on l'a vu tout au long de la vidéo, Akira Toriyama il a un style hyper reconnaissable. C'est un maître de l'humour qui incorpore des jeux de mots et qui n'hésite pas à faire des insinuations sexuelles ou scato. Il s'inspire aussi beaucoup de la science-fiction avec des extraterrestres ou encore des véhicules futuristes. Quand il n'était pas encore connu, Torishima l'avait repéré notamment grâce à son utilisation des onomatopées dans Mysterious Rain Jack en 1978. Torishima déclare à propos de Toriyama qu'il excelle dans la technique du noir et blanc et qu'il a l'art de se faciliter la vie. Par exemple, les Super Saiyans ont des cheveux blonds pour ne pas perdre du temps à ancrer. Le style de Toriyama évolue avec le temps, mais l'essence reste toujours là. Parfois il durcit le trait sur certains personnages, mais revient aussi vers des racines plus rondes, plus humoristiques, comme dans Neko Maji. Vivant à plus de 300 km de Tokyo, Toriyama n'est pas du genre très sociable. Artiste solitaire, il préfère rester invisible aux photographes et journalistes, et étant agoraphobe, il ne supporte pas trop les bancs de fous. La dernière photo qu'on ait de lui date de 2017 d'après ce que j'ai trouvé. Il déclare lui-même: quand j'y réfléchis, je n'aime pas vraiment les gens, et sociabiliser est vraiment atroce. En dehors de ma famille, de mes amis et de ceux qui sont liés à mon travail, je ne pense pas avoir envie de voir qui que ce soit. Ces derniers travaux auraient été liés aux adaptations de son manga Sandland, dont il a supervisé la production d'un anime en 2023 et d'un jeu vidéo en 2024. Le 1er mars 2024, Akira Toriyama nous quitte suite à un hématome sous-dural aigu à l'âge de 68 ans.
Pour ceux qui se demandent un hématome subdural, c'est une accumulation de sang dans le cerveau, grosso modo. Ça va être une onde de choc dans le monde du manga et au Japon en général. Les hommages vont alors pleuvoir de la part des plus grands noms. Tout d'abord, le Weekly Shonen Jump, qui est le magazine qui l'a accompagné tout au long de sa carrière, publie une série d'hommages recueillis auprès de plusieurs grandes figures de la culture. On retrouvera par exemple Yuji Horii, le concepteur de Dragon Quest, et Eiichiro Oda, le créateur de One Piece, qui a déclaré « C'est trop tôt, le vide qu'il laisse derrière lui est bien trop grand. La tristesse m'envahit quand je pense que je ne le reverrai plus jamais. Je l'admire depuis l'enfance. » Pour les mangaka de notre génération, ces œuvres sont devenues une source d'inspiration incontournable. Il y a également une déclaration de Masashi Kishimoto, le créateur de Naruto. « J'ai grandi avec ces mangas, Dr. Slump dans mes premières années d'école primaire et Dragon Ball dans mes dernières années de primaire. Toriyama Sensei a toujours été mon guide, je l'admirais tant et lui suis tellement reconnaissant. Pour moi, il fut le dieu de mon propre salut et le dieu du manga, je suis si triste. » D'ailleurs, pour l'anecdote, Eiichiro Oda et Masashi Kishimoto, qui sont amis dans la vie, étaient de grands admirateurs de Toriyama, comme le montrent ces déclarations de Oda. « Je me souviens du jour où il m'a appelé par mon prénom pour la première fois. Sur le chemin du retour, vous aviez utilisé le mot ami pour parler de nous. Je pense aussi avec émotion au jour où j'avais organisé cette grande fête avec Masashi Kishimoto. Je me souviens également de la dernière conversation que nous avons eue. Vous m'avez transmis le bâton, émergeant d'une époque où lire des mangas vous faisait passer pour un imbécile aux yeux de votre entourage. » Bravo si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, moi je suis cuit. C'est sans doute celle qui m'a demandé le plus de recherche et de tri dans l'information. Je sais qu'il y a peut-être des puristes qui m'attendent au tournant, je vous invite à nous instruire dans les commentaires. Comme d'hab, n'hésitez pas à envoyer vos meilleurs pouces bleus et à activer la cloche. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.